La cinquième étape d'un test d'hypothèse consiste à décider du seuil de signification de mon test ainsi que de déterminer la valeur critique qui est associée à ce seuil de signification. Ici en haut, j'ai le tableau qui m'a permis de calculer mon Ki2. Alors ici, je vais peut-être mettre une petite note. Ça, c'est le Ki2 calculé, le 4,497, le Ki2 que j'ai calculé. Et ici, j'ai un autre tableau où j'ai des degrés de liberté et des seuils de signification. Alors, dans mon exemple, si je répète, si je barre une ligne et une colonne, on se ramasse avec 6 cellules, ce qui correspond à mon degré de liberté. Alors, pour l'exemple, je vais me concentrer sur la ligne 6. Bien entendu, là, mon tableau arrête à 15 degrés de liberté, mais je peux le construire pour le degré de liberté que je veux. Donc, si j'avais eu besoin d'un degré de liberté de 500 avec Excel, c'est très simple de créer ce tableau. Le seuil de signification, qu'est-ce que ça représente? Dans le fond, là, ici, on a deux hypothèses qui s'affrontent. Et je vais faire mon test sur l'hypothèse nulle. Alors, je vais décider de conserver l'hypothèse nulle ou de la rejeter. Comme j'ai un choix à faire et que mon choix repose sur un échantillon, ici, mon test, on ne l'a plus, mais la taille de mon échantillon était de 1488 étudiants. Alors, j'ai pris un échantillon pour effectuer un test et à partir de cet échantillon-là, je vais prendre une décision, à savoir est-ce que je garde l'indépendance entre les variables ou je rejette l'indépendance entre les variables. Eh bien, il est possible que je sois tombé sur un mauvais échantillon, donc un échantillon qui ne serait pas représentatif de la population. Alors, il y a des risques d'erreur. Le seuil de signification, en fait, c'est le risque d'erreur maximal que je suis prêt à prendre. En général, un seuil de signification de 5% va être considéré comme acceptable. Mais ça dépend toujours du contexte. Si on prend quelque chose une recherche qui porte sur des humains au point de vue sciences humaines, par exemple, 5% c'est un seuil de signification qui est tout à fait acceptable. Par contre, si on va sur une recherche qui porte sur des humains, mais par exemple qu'on teste des médicaments, 5% c'est énorme comme seuil de signification. Il faudrait réduire, dans le fond, le pourcentage ou le risque de prendre une mauvaise décision. Donc là, on va se diriger plus vers le 1%, voire même le demi-pourcent. Donc, je résume sur le seuil de signification. Je vais prendre une décision sur l'hypothèse nulle. Je vais ou bien la conserver ou bien la rejeter. Et le seuil de signification, le niveau que je décide, par exemple 5%, c'est le risque que j'ai de prendre une mauvaise décision dans le cas où je rejetterais l'hypothèse nulle. Alors, je vais peut-être l'écrire ici. Le seuil de signification représente le risque maximal que je suis prêt à prendre si je rejette l'hypothèse nulle. Donc, quand on fait un rapport statistique, c'est très important d'identifier le seuil de signification parce que ça indique au lecteur le risque que l'on a pris. Donc, comme je disais précédemment, la distribution du Ki2 est basée sur deux paramètres. Le degré de liberté, qui est fixé, en fait, qui est déterminé plutôt par le nombre de cellules qu'il y a dans mon tableau, et le seuil de signification que je suis prêt, dans le fond, à accepter. Maintenant, si je vais à l'intersection de cette ligne et de cette colonne, la valeur que je retrouve ici, donc dans ce cas-ci 12,59, c'est ce qu'on appelle la valeur critique. La valeur critique, dans ce cas-ci, va être égale à 12,59. On va regarder tantôt qu'est-ce que ça veut dire cette valeur-là. Alors, on remarque quoi si j'ai un degré de liberté qui est défini? Alors, si mon seuil de signification diminue, dans le fond, si le risque que je suis prêt à prendre diminue, eh bien, la valeur critique, elle augmente. Une fois le seuil de signification et la valeur critique déterminés, je suis prêt à passer à la sixième étape du test d'hypothèse, c'est-à-dire de déterminer la règle de décision. Pour illustrer la décision que j'ai à prendre, je vais faire un dessin et puis on va partir de ce dessin-là pour prendre notre décision. Je vais faire un graphique avec l'axe des Y ici, l'axe des X, et je vais dessiner une genre de cloche qui ressemble à ceci.
Alors ça, c'est la distribution du Qui 2. Donc, cette distribution-là possède deux caractéristiques très importantes. La première, c'est que la courbe est toujours au-dessus de l'axe des x, donc c'est positif. Et la deuxième caractéristique, c'est que l'air sous la courbe, donc entre la courbe et l'axe des x, donne 100%. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ma valeur critique que j'ai trouvée, le 12,59, et je vais venir l'indiquer sur mon graphique. Donc, ça ici, c'est 0. Disons que 12,59 est ici. Alors, le 12,59 est associé à un seuil de signification de 5%. Alors, je vais vraiment venir mettre une ligne ici pour bien séparer. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'à gauche de ma valeur critique, j'ai 95% de l'air sous la courbe qui se trouve à gauche, et j'ai ici, à droite, 5%. Donc ça ici, le 5%, ça correspond à mon seuil de signification. Si j'avais choisi un autre seuil de signification, par exemple, si j'avais choisi 1%, alors ma valeur critique aurait été de 16,81. Alors je serais venu indiquer ici 16,81. À droite, j'aurais eu 1% de l'air sous ma courbe et à gauche, 99% de l'air sous la courbe. Donc, que représente ce dessin-là? En fait, la valeur critique, c'est le moment où je change d'hypothèse. Alors, de 0 jusqu'à ma valeur critique incluse, c'est mon hypothèse nulle qui prime. À partir de 12,59, donc à partir de ma valeur critique, mais strictement plus grand, donc tout ce qui vient après, je vais rejeter H0, bien entendu au profit de l'autre hypothèse qui est H1. Mais vraiment, ce que je fais, c'est sur H0. Donc, je garde H0 ou je le rejette. Donc, que représentent les deux pourcentages? Je répète que, comme notre hypothèse, plutôt comme notre test porte sur H0, on part du fait que nos variables sont indépendantes. Et on essaiera peut-être de prouver le contraire. Donc, on part du fait qu'elles sont indépendantes, nos deux variables. Dans 95% des cas, si c'est vraiment le cas, c'est-à-dire si mes variables sont vraiment indépendantes, dans 95% des cas, l'échantillon que je vais avoir choisi va être représentatif et va me donner un Qui 2 qui va être inférieur à 12,59 ou inférieur ou égal. Donc, si mes variables sont vraiment indépendantes, 95% de mes échantillons seront des bons échantillons et me permettront de prendre la bonne décision. Par contre, il y a un 5% des échantillons qui vont me donner un Qui 2 plus grand que 12,59, alors que dans la réalité, mes variables sont indépendantes. Donc ça, c'est mon erreur, c'est mon seuil de signification, c'est le risque que je suis prêt à prendre. Donc il y a un risque de 5% de tomber sur un échantillon qui va me dire le Qui 2 est plus grand que ta valeur critique et donc que tu devrais rejeter H0, alors que dans les faits, je devrais garder H0. Donc ici, c'est vraiment mon risque de prendre une mauvaise décision. Alors je répète, 95% des échantillons vont me donner un Qui 2 inférieur à ma valeur critique si mes deux variables sont bel et bien indépendantes. Et j'ai un 5% qui vont me donner un Qui 2 supérieur à ma valeur critique, même si dans la réalité, mes deux variables sont indépendantes. Et dans le fond, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? C'est que je vais conclure que mes deux variables sont, comme je vais ici rejeter H0, dépendantes, alors que dans les faits, elles sont indépendantes. Donc, c'est vraiment le risque que je suis prêt à prendre. Bien entendu, si ma valeur de Qui 2 dépasse vraiment beaucoup la valeur critique, eh bien, plus je m'éloigne de ma valeur critique, moins il est probable que je me trompe. Mais il y a quand même un risque d'erreur, mais c'est moins probable. Dans notre cas, nous, si on regarde notre Qui 2, on est ici, donc en bas de la valeur critique. Alors, comme mon Qui 2 est plus petit que ma valeur critique, je ne devrais pas rejeter H0. Je devrais garder H0 parce que si je décidais de rejeter quand même H0, eh bien, si vous regardez, là, si je viens ici, le 4, disons 4,5, donc si je décidais quand même de rejeter H0, j'aurais toute cette partie-là ici comme risque d'erreur. Alors ça représente peut-être 60% des chances de me tromper. C'est beaucoup trop grand, étant donné que je m'étais fixé un seuil de 5%. Alors, je vais réexpliquer en mots ce qu'on vient de voir avec le dessin, mais grosso modo, l'idée c'est, on a une valeur critique. Si je suis plus petit que la valeur critique, je vais conserver H0. Et si je suis plus grand que ma valeur critique, je vais rejeter H0. Mais dans cette cas-ci, je vais avoir un risque d'erreur de me tromper qui sera d'au plus 5%.
Alors voilà les deux règles. Donc les deux règles sont, j'ai donné la formulation générale. Tout ce qu'on a changé, c'est la valeur critique. Donc c'est important de bien spécifier nos deux règles, comme ça nous permet de prendre la bonne décision. Alors je vais les lire. La première règle, si le Q2 calculé, donc ce qu'on calcule à l'aide de notre tableau, est plus grand que la valeur critique, on va rejeter l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables, ça c'est l'hypothèse H0, au profit de l'hypothèse alternative, donc de l'hypothèse H1. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va rejeter l'hypothèse que les deux variables sont indépendantes au profit de l'hypothèse qu'elles sont dépendantes. Ce faisant, il y a un risque d'au plus 5% de prendre une mauvaise décision. Le 5% ici correspond bien entendu au seuil de signification. Alors dans le dessin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, j'ai un Q2 qui est plus grand que la valeur critique, mais j'ai quand même un risque d'être tombé sur un mauvais échantillon, au plus 5%. Si le Q2 calculé est plus petit ou égal à la valeur critique, on va garder H0, donc on ne la rejettera pas, parce que la raison, c'est qu'il y a un risque qui est plus grand que 5% de prendre une mauvaise décision. Et le seuil de signification, c'est le risque maximal qu'on est prêt à prendre. Donc, si le risque est plus grand que 5%, si c'est le seuil que je me suis fixé, bien entendu, alors je vais conserver H0 et je vais conclure que mes variables sont indépendantes. La septième étape d'un test d'hypothèse consiste à appliquer la règle de décision. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit regarder les règles de décision qu'on s'était données à l'étape précédente, choisir laquelle on applique et la remettre dans le contexte de notre problème. Alors, nous ici, on a un Q2 de 4,497 et notre valeur critique était de 12,59. Donc, notre Q2 est inférieur à la valeur critique. Donc, inférieur ou égal à la valeur critique, qui était, elle, de 12,59. Alors, la règle que j'aurai à appliquer, c'est celle-ci. Donc, si je le remets en contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Comme mon Q2 calculé est inférieur à la valeur critique, je ne rejetterai pas l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables parce que le risque de prendre une mauvaise décision est plus grand que 5%. Alors, je vais donner l'énoncé complet de ce que serait l'interprétation, dans le fond, ou ce qui serait ici le fait d'appliquer la règle. Voilà. Donc, comme le Q2 calculé est inférieur à la valeur critique, on ne rejette pas l'hypothèse d'indépendance. Et là, c'est ici qu'on remet dans le contexte. Donc, entre le niveau de satisfaction de l'étudiant vis-à-vis sa réussite scolaire depuis le début de la session et le programme d'études de l'étudiant. On ajoute aussi quelque chose sur le risque d'erreur. Alors ici, le risque d'erreur que les variables soient déclarées dépendantes alors qu'elles sont indépendantes est plus grand que 5%. Et c'est la raison pour laquelle on ne rejette pas l'hypothèse d'indépendance. Juste à des fins pédagogiques, on va regarder qu'est-ce qui se passerait si j'avais eu un Q2 qui était, disons, de 120. Alors, si j'avais eu un Q2 de 120 à la place de 4,497, donc mon Q2 serait plus grand que la valeur critique, qui elle est toujours de 12,59. Et donc là, je viendrai appliquer la première règle. Donc, comme le Q2 calculé est plus grand que la valeur critique, je vais rejeter l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables au profit de l'hypothèse alternative, l'hypothèse H1. Ce faisant, il y a un risque d'au plus 5% de prendre une mauvaise décision. Donc, si je remets ça en contexte, ça me donne la formulation suivante. Comme le Q2 calculé est supérieur à la valeur critique, on rejette l'hypothèse d'indépendance et on accepte l'hypothèse de dépendance et on spécifie donc entre le niveau de satisfaction de l'étudiant vis-à-vis sa réussite scolaire depuis le début de la session et le programme d'études. Un petit mot aussi sur le risque de prendre une mauvaise décision. Alors, le risque que les variables soient déclarées dépendantes alors qu'elles sont indépendantes est plus petit que 5%. Donc, les deux formulations se ressemblent beaucoup, entre autres sur ce qui touche ici là, au risque de prendre une mauvaise décision. En fait, c'est la même formulation, sauf que dans ce cas-ci, on va dire plus petit que 5%, alors que dans l'autre cas, ici, on va dire plus grand que 5%. Pour le reste, c'est assez semblable. Alors, peut-être les petites nuances, les petites différences. Alors ici, on a que notre Q2 est supérieur à la valeur critique. On rejette l'hypothèse d'indépendance et on accepte l'hypothèse de dépendance. Alors que dans l'autre cas, on a un Q2 qui est inférieur à la valeur critique et on ne rejette pas l'hypothèse d'indépendance. Alors les différences dans les deux formulations sont surlignées.